Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Écoute, bon, encore une fois, j'ai pas l'impression qu'on ait énormément de news. Même si, bon, je pense que la semaine prochaine, ce sera un peu différent vu qu'il y a la CinemaCon. Donc je me dis, bon, peut-être que normalement, on aura pas mal de trucs et que les studios se retiennent un petit peu là, ce dernier mois. Même si on a eu des trailers, on a eu des trucs quand même, hein, mais qui se retiennent un petit peu pour la CinemaCon. Et là, peut-être on aura peut-être trop de choses même à dire. Peut-être à ce moment-là. Mais voilà, on va attaquer, on va attaquer Marvel comme d'habitude, et on va parler du film X-Men, voilà, qui devrait sortir en 2028, voilà, et qui est réalisé par Jack Schreier ou Jack Schreier, je sais pas, je pense qu'ils doivent dire Jack Schreier les Américains, mais voilà, qui a réalisé Thunderbolts, et bah c'est son équipe qui va écrire le film puisque c'est Lee Sung-jin et Joanna Kallo. Donc, qui ont travaillé sur Thunderbolt et qui ont travaillé avec lui, il me semble, sur la série Beef sur laquelle il travaillait, qui vont écrire le script, donc et que en gros le scénario de X-Men est un peu retravaillé parce que je crois qu'il avait déjà été travaillé par une autre équipe et du coup il va être retravaillé. Qu'est-ce que t'en penses, Ista? Moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est en fait il a ramené ses scénaristes quoi. Effectivement à la base il y avait un scénariste, c'était Michael Leslie qui était tout seul dessus et voilà, quand on n'avait pas encore de réalisateur vraiment sur le projet, voilà, ils ont mis Jack Schreier dessus et puis il a pris voilà la team qui a travaillé avec lui sur ses projets quoi. Et donc en fait moi j'aime bien quand les réals ils ont un peu leur scénariste, généralement ça, je trouve que ça donne des trucs plutôt sympas. Et j'en ai vu certains se plaindre en disant ouais mais c'est celui qui a tué Taskmaster dans Thunderbolt. Enfin c'est ceux qui ont tué Taskmaster dans Thunderbolt, les scénaristes. Et je suis en mode oui bon Taskmaster on en a un peu rien à foutre, je suis désolé les gens, enfin c'est pas, voilà, donc c'est pas grave quoi. Et non, je pense que de toute façon Thunderbolt avait un côté film d'équipe, c'était plutôt bien écrit pour un film d'équipe, donc ouais je pense que ça peut bien fonctionner, ouais. Et là, il tue Storm dans les 5 premières minutes. non, oui, bah après là, j'ai l'impression qu'ils font un peu ce qu'il y a sur certains réalisateurs, voilà, qui ont un peu des passe droits au MCU. Il y a James Gunn qui écrivait lui-même ses films. Il y a les Russo qui avaient leur propre scénariste aussi là, qui venaient sur les projets. Et là, je pense que en gros, bon, Thunderbolt ça a pas très bien marché au box-office, mais je pense que c'est une vibe qu'ils essayent de retrouver. Oui. En tout cas, vu les bons retours, etc. Très bonne critique. Ils essayent d'avoir la vibe parce que c'était un film d'équipe quoi, Thunderbolt, et c'est vrai que c'est un des rares films d'équipe des dernières phases. Du coup je pense qu'ils essayent de retrouver un petit peu ça pour les X-Men évidemment quand on fait un film d'équipe. Après Thunderbolt c'est très centré aussi sur un personnage. Est-ce qu'ils vont pas faire la même avec peut-être Jean Grey, ou bon ça va être un film d'équipe mais bon voilà, au centre il y aura peut-être Jean Grey et Scott Summers, voilà, et Monsieur Cyclope. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit son nom. Parce que je dirais que Thunderbolt est centré sur deux personnages, Yelena et Bob. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Surtout. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une structure un petit peu similaire où il y a d'autres personnages qui graviteront mais qui auront peut-être pas la même importance. Mais j'imagine qu'ils essayent de retrouver l'esprit Thunderbolt, en fait, tout simplement. Et de faire un film d'équipe qui plaît aux gens, quoi. Et après, la marque X-Men, normalement... en vrai, il faut pas du tout que ça se plante. De toute façon, il faut pas du tout que ça se plante pour le MCU, je pense. Mais on verra comment ça se passe. Mais je pense qu'en tout cas, ils veulent les bons retours qu'a eu Thunderbolt. C'est ça qui a compté, je pense. Après, tu dis la marque X-Men, mais bon, le dernier film X-Men n'a pas fait un très beau box-office, quoi. Donc, bon. Oui, mais c'est parce que c'était en pleine chute. Mais je veux dire, les X-Men, c'était une marque connue. Voilà, ça fait pendant 20 ans. Là, c'est dans le MCU. Je pense que voilà, c'est... Tu peux pas, enfin, je veux dire, les 4 Fantastiques c'était un peu bizarre aussi parce que c'était c'est quand même une marque connue, bien que les films et surtout le Fantastic c'était pas n'a pas eu des bons retours, il était pas très bon et c'est pas remboursé, c'était quand même une marque connue quoi. Là les X-Men voilà, c'est après non mais j'allais dire, après les 4 Fantastiques ça n'a jamais eu vraiment de gros succès, alors que les X-Men ont eu des vrais succès avec Days of Future Past ou X-Men 2, etc., que étaient des succès critiques et publics au box-office, financièrement, etc. Donc c'est une marque plus forte que 4 Fantastiques, largement plus forte
Pour moi, c'est juste derrière Spider-Man, quoi. X-Men chez Marvel, quoi. Ouais, oui, je pense en tout cas. Des nouvelles licences qu'ils ont eues, oui, clairement. Mais après, les Guardians of the Galaxy, c'était quand même bien connu, quoi. Mais oui, bon, c'est pas les X-Men, quoi. C'est sûr. Même en comics, je crois que les X-Men, ça a toujours été un des trucs les plus cotés, quoi, il me semble. Donc, oui. Bah, à une époque, je crois que Marvel Comics, ça reposait beaucoup sur les X-Men. Le fait qu'ils n'ont pas fait faillite, c'est grâce aux X-Men, quoi. Donc, ouais. Ista, on va parler de Daredevil Born Again, mais pas de la saison 2, de la saison 3, puisqu'on a eu quelques infos. Ouais, parce qu'en fait, on a eu pas vraiment des infos, on a eu des fuites de photos de tournage, mais voilà, qui ont été publiées dans des articles de magazines assez réputés. Et en fait, on a ce qu'on attendait, en gros, le retour des Defenders, notamment voilà, Finn Jones en tant que Iron Fist et Mike Colter en tant que Luke Cage, qui vont reprendre leur rôle parce qu'on les a vus sur des photos de tournage avec Kristen Ritter, voilà, qui joue Jessica Jones sur le tournage de la saison 3 de Daredevil Born Again. Après, tu dis c'est des fuites, mais ça m'a pas l'air d'être des fuites, hein, parce qu'ils m'ont pas l'air d'avoir vraiment caché ça, tu vois, genre, tu vois, le Marvel, ça a l'air mais c'est des photos de tournage, quoi. Oui, c'est des photos de tournage, mais tu sais, c'est pas comme s'ils les cachaient, ils étaient en mode, faut pas du tout en parler. Je pense, comme Jessica Jones dans cette saison 2, ils vont l'annoncer avant la sortie de la série de la saison 3, que les acteurs reviennent, etc. Donc, je pense pas que c'est une surprise ou c'est quelque chose à cacher, un leak, spoiler ou quoi, tu vois, c'est vraiment pas ça, je pense. Bah après, tu sais, ils avaient tourné la mort de Foggy en pleine rue, tout le monde avait filmé et tout. Enfin, voilà. Oui, c'est vrai, mais après, je crois qu'ils s'en foutent. Pareil, je pense que c'était pas. Ils s'en foutaient. Et puis, la mort de Foggy est arrivée directement l'épisode 1 de Daredevil Born Again. C'était pas un truc. Tu vois, j'ai pas l'impression que c'est des trucs qu'ils veulent vraiment cacher. Tu vois, s'ils voulaient le cacher, ils essaieraient vraiment de le cacher. Là, vraiment, ils sont sortis de l'hôtel, ils ont pris une photo. Enfin, tu sais, genre, c'est vraiment. Ils ont quand même. Tu sais, ils ont une robe noire avec une capuche, genre pour se cacher, mais on voit directement que c'est eux. Mais c'est parce que c'est des stars, ils ont pas envie de se faire photographier. Tu vois, c'est normal. mais en tout cas, s'ils voulaient se cacher, j'y crois pas, quoi. Sinon, c'est la pire méthode du monde. Mais de toute façon, je pense que comme Jessica Jones a été annoncée à la saison 2, ces deux-là vont être annoncés à la saison 3, ça va pas du tout être une surprise. Et de toute façon. Mais Jessica Jones, il l'avait caché un peu. Hein. Ils l'ont quand même annoncé à la sortie de la série, tu vois. Ils l'ont annoncé, mais on l'a pas vu sur les photos de tournage avant qu'il l'annonce. Oh, peut-être, mais après, de toute façon, on l'a toujours pas eu dans la série au bout de 4 épisodes. Peut-être aussi, il a pas eu beaucoup de tournage. Non, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des éléments qui m'ont l'air d'être sciemment cachés par le studio ou quoi. Je pense que c'est pas des éléments qui veulent le cacher tout simplement. Ça va juste être, ils sont là, ils vont venir, ils vont être annoncés dans les trailers, dans les trucs comme ça, et voilà, quoi. Et de toute façon, je pense que la saison de Daredevil mène un peu à ça, quoi. C'est-à-dire que Daredevil, il crée un petit peu une équipe et tout dans la deuxième saison. Et j'ai l'impression que plus ça va avancer, et voilà, la saison prochaine, il va avoir une vraie équipe contre le Kingpin et bon voilà, ça va être le retour des Defenders, quoi. Mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que Mike Colter et Finn Jones reviennent? Ouais, je sais que Finn Jones fait beaucoup débat, hein, parce que sa série était pas très bien. Mike Colter, moins. Les gens aiment bien, j'ai l'impression. Mike Colter, Luke Cage est plutôt chouette dans le rôle. Moi, j'aimais bien aussi. Finn Jones, de toute façon, il avait dit lui-même, donnez-moi une seconde chance. On va lui donner, puis on va voir ce que ça donne. Parce que moi, je pense que c'est pas forcément. Alors, peut-être que lui, il était pas très bon acteur et tout, mais déjà, avec les années, il a pu s'améliorer. Mais aussi, des fois, il y a aussi les directions d'acteurs, les showrunners, l'écriture du personnage qui font aussi que, des fois, c'est compliqué pour un acteur aussi de faire un montage parce que la série était aussi très mal écrite et les dialogues étaient catastrophiques. Donc, moi, j'attends de voir. Je pense qu'il peut être cool parce que je trouvais qu'il y avait quand même un truc dans le duo Luke Cage et Iron Fist qui marchait bien. Entre les deux acteurs, il y avait une vraie alchimie, je trouvais, entre les deux. Et ils n'avaient pas assez appuyé sur ça. Et je pense que ça, ce serait un bon truc à appuyer, quoi. Brûler Finn Jones. Non, je déconne. je déconne. Non, oui, il était pas. Enfin, moi, il m'a pas transcendé en Iron Fist et ouais, je pense qu'il avait la pire série, donc je pense qu'il y a toutes les étoiles qui sont alignées, malheureusement, pour que ça marche pas, justement. Pour que ça marche pas du tout. Moi, Mike Colter, en vrai, en Luke Cage, je trouve qu'il avait la gueule et ça allait bien, en vrai, au personnage, donc écoute, pourquoi pas qu'il revienne. Après, lui, c'est vrai que c'est grosse interrogation, Finn Jones en Iron Fist, et même le personnage, même par son interprétation aussi, mais même le personnage, comment il était, et le potentiel de ce personnage-là, je trouve que, je sais pas, c'est-à-dire que c'était très limité, et je sais pas s'ils vont reprendre, je sais pas, quelque chose de un petit peu plus fantasque, quoi, pour le personnage. Je sais pas ce qu'ils vont moi, faire. j'aimerais bien qu'il ait le costume. Normalement, le personnage a un costume. Il n'a Oui, pas du tout le costume est stylé de fou, mais bon, je sais pas s'ils vont lui mettre. Écoute, on verra comment ça évolue, mais après, c'était l'évolution logique, je pense, de Daredevil Born Again, de faire revenir à peu près tous les personnages de la série du Daredevilverse de Netflix, et voilà, quoi, on y est vraiment, quoi.
Et je pense que la saison 3, ça va être vraiment explosif en mode tout le monde va être là. Et je pense peut-être même le Punisher sera là, hein, je sais pas. Ouais, peut-être, on sait pas encore ça. Bon, on va voir avec Spider-Man et puis il y a son special. Ouais, ce que j'allais dire, c'est. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont raconter pour dire pourquoi ils sont pas venus avant. Parce qu'il y a Kingpin voilà, qui fout la merde depuis la saison 1, là. Bon, écoute. Oui, bon, bah, c'est comme Jessica Jones. Ils vont nous sortir un truc, sorti du chapeau, elle était partie, je sais pas où. Et voilà, je pense qu'ils vont pas aller chercher très loin, je pense, pour ce truc-là. Ah, mais ils sont pas tous partis en même temps, quand même. Wow, écoute. Ils sont partis en camping-car. Après, on s'en fout, en vrai. Non, on s'en fout. Franchement, ils vont inventer un truc et puis voilà, quoi. Et toujours chez Marvel, on a appris que la série d'animation Marvel Zombie va revenir pour une saison 2, voilà, parce que Brad Winderbaum, il en a parlé dans un podcast où il a été, et il a dit qu'il a vu notamment les premières cinématiques qu'ils ont fait pour les épisodes de la saison 2 de Marvel Zombie. Donc voilà, ouais, je crois qu'on avait déjà parlé que la saison 1 avait été plutôt un succès sur Disney+, et effectivement ça a bien fonctionné vu que là ça va revenir pour une saison 2, et là j'ai l'impression quand même que la stratégie de Marvel ces dernières années, c'est ils font des suites quand ça fonctionne, quoi. Sinon voilà. Après, je pense que ça a toujours été la stratégie, sauf qu'à l'époque il y avait que des succès. Donc il y avait pas à l'époque, ça aussi. et que des succès, donc ils se posaient pas la question de est-ce qu'on renouvelait ou pas. Pas le truc, quoi, tu vois. Donc après il y avait des succès, oui, peut-être audience, mais critique, je sais pas trop, tu vois. Oh bah après, le MCU a toujours été, enfin, tu vois, les critiques ont toujours été extrêmement cléments envers le MCU pendant longtemps, quoi. Jusqu'à Eternal, enfin, les pires films du MCU, ils avaient pas des notes catastrophiques, tu vois, sur Rotten Tomatoes ou des trucs comme ça. Il y avait toujours une base qui était plutôt bien, et même le nombre de films qui ont eu 80-90% dans le MCU, à l'époque, dans les 3 premières phases, c'était même limite abusé, quoi. C'était au bout d'un moment, oui, bon, d'accord, ok, le film il a 80%, on connaît la routine, quoi, tu vois. Après, non, mais parce que tu dis, ouais, mais là, il a dit que She-Hulk avait bien fonctionné. Pourquoi il n'y a pas une saison 2 dans ce cas? Bah, je pense 2 choses. Parce qu'il a dit que ça a bien fonctionné, mais She-Hulk, on rappelle, ça coûte, enfin, c'est très très cher comme série, hein. Donc, bien que c'est, tu vois, par exemple, la Daredevil Born Again, je pense que il y a pas j'allais dire c'est plus rentable, mais il y a pas de rentabilité sur les services de streaming, ça marche pas comme ça sur une œuvre, voilà. Mais je pense que le rapport prix et vue est beaucoup mieux que beaucoup de séries du MCU qu'ils ont labellé comme des succès, quoi. C'est des grosses productions, et je pense aussi qu'ils ont vu les retours sur She-Hulk, hein. Je pense que ils sont pas aveugles non plus. Et d'ailleurs, par exemple, là on parlait de Thunderbolt, de pourquoi l'équipe de Thunderbolt revient, c'est aussi peut-être qu'ils ont vu les retours sur Thunderbolt, malgré que le film était un petit peu un flop. Bah, il a quand même suscité de l'intérêt chez les gens, et beaucoup de gens l'aiment bien. Donc voilà. Mais là, je pense que She-Hulk, il y a un tel backlash, etc. Et surtout, on est dans une ère où dès que tu mets une meuf au centre d'un projet de super-héros ou de gros trucs comme ça, déjà tu t'en prends plein la tête. Mais en plus, enfin voilà, les She-Hulk et les trucs comme ça, et voilà, je pense qu'ils sont beaucoup plus réticents vis-à-vis de ces trucs-là, quoi. Ouais. C'est un peu triste ce que tu dis, mais oui. Bon voilà, après la Marvel Zombie, ils ont renouvelé une saison 2. Oui, bon, c'était pas ouf, il y avait 4 épisodes, ça se regardait assez vite. Là, je sais pas si on peut faire 4 épisodes, mais bon. Après, c'est pas un truc que j'attends de fou, mais ouais, sortir ça à Halloween pour avoir un truc avec des zombies et des super-héros, oui. C'est sympa, quoi. Ouais, bon, moi, je t'avoue que j'ai pas vu la saison 1, et bon, après, c'était... Marvel Zombie, c'est dérivé de What If, qui déjà me plaisait pas de fou, donc bon, je pense pas que je regarderai, mais bon, apparemment il y a eu assez de succès pour que ça soit financé, donc voilà, il y aura une saison 2. On reste du côté de chez Disney, on va du côté de chez Avatar, de la franchise Avatar, et c'est le producteur Ray Sanchin, ou je sais pas si c'est peut-être une femme, Ray Sanchin, je ne sais pas, et qui nous dit que ça avance beaucoup sur les 2 prochains films Avatar. Voilà, on se posait la question, puisque Avatar 3 a apporté quand même bien moins que Avatar 2. Voilà, il a rapporté entre 1,4 et 1,5 milliard quand même, par rapport aux 2,3 milliards de Avatar 2, donc c'était beaucoup moins. On se dit peut-être que ça va pas être fait. Bon bah si, voilà. Là ils sont en train de dire que ouais, les scripts sont assez brillants, sont déjà écrits, etc. Ils sont en train de budgéter le projet, de le planifier, etc. Donc je pense que ouais, bah on va avoir du Avatar dans les prochaines années. Après là, je crois que c'est 2029 qu'il est censé sortir le prochain, ou 2030, je sais plus. Ouais, c'est 2029 et 2031, je crois, les 2 dates qu'ils avaient. Ouais, je pense que ça va être repoussé, moi. Je pense que ça va être repoussé. Oui. Je pense pas qu'ils auront le temps de faire ça, vu le temps des tournages, etc. et le temps de la post-prod. Donc voilà. Mais je pense qu'on les aura en 2030. Voilà, les 2 derniers Avatars. Et en plus, on en a déjà parlé, mais je pense que l'espace entre le Avatar 3 et le Avatar 4 va permettre de builder un petit peu plus de hype que l'Avatar 3 qui venait de 2 ans après ou 2 ou 3 ans, non, 3 ans après le
après le 2. Et je pense que voilà, et peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va amener les gens. Mais en tout cas, je pense voilà, c'est bon, c'est sûr que les deux vont être faits, quoi. Ouais, je pense aussi qu'ils vont être faits. Mais oui, comme t'as dit, ça a été dit là dans les news que, oui, effectivement, les dates qu'ils avaient placées, c'est plus des tentatives. Et bon, je pense que ça va être repoussé aussi. À voir. Je pense que Disney, ils veulent quand même un gros film en décembre à chaque fois. Là, il va y avoir les 2 Avengers en décembre. Je me dis qu'après, ils pourraient peut-être mettre du Star Wars, tu vois, les années d'après, en attendant du Avatar, quoi, qui viendrait plus tard, quoi. Mais ouais, je pense que si là, c'est pas lancé là, le tournage 2029, ça va être compliqué, quoi. Et on va du côté de la concurrence, du côté de Warner HBO, et on va parler de Lord of the Ring, la chasse de Gollum. Et Aragorn est bien dans le film et il va être recasté. Voilà, c'est Viggo Mortensen ne va pas revenir. Bon, il y a quelques acteurs qui reviennent apparemment pour le film, mais pas Viggo Mortensen parce qu'il est sûrement trop vieux. Et c'est Léo Woodall qui apparemment devrait jouer le personnage d'Aragorn. On va où, Ista? Bonne question. Je comprends pas du tout parce que t'as Viggo Mortensen qui revient pas, mais par contre t'as comment il s'appelle, l'acteur du Hobbit, l'acteur de Elijah Wood, Wood qui lui revient. Donc en fait t'as une moitié du cast qui revient, une autre moitié du cast qui revient pas, qui est recasté par des acteurs plus jeunes. Ça n'a aucun sens. Plus on lit de trucs sur ce projet, moi je comprends c'est quoi le projet. Je le trouve hyper casse-gueule et je comprends pas où on va en fait. Ouais, moi aussi ça me donne pas envie. Déjà l'histoire me donne pas envie, mais après les recastes et les trucs comme ça. Après bon, évidemment, je pense que c'est plus facile de faire revenir Ian McKellen parce que il jouait déjà un vieillard dans l'ère de Seigneur des Anneaux. Là il est toujours vieux et voilà. Et Aragorn, bon effectivement il est vieux et et en plus il est censé jouer avant avant le Seigneur des Anneaux, la trilogie, donc bon c'est compliqué. Mais après qu'est-ce qu'on fait, enfin tu vois, je pense que ça va marcher en plus cette histoire, mais j'ai l'impression que personne n'a vraiment envie de voir ça. Là le Léo Woodall il a fait beaucoup parler parce qu'il était dans White Lotus, je crois la saison 2 ou un truc comme ça, donc c'est là qu'il s'était fait pas mal connaître. Ouais, mais bonne chance pour remplacer Viggo, en fait. Bonne chance, bon courage à toi, en fait, mon grand. Mais c'est toujours des trucs comme ça. Tu te dis, mais les gens ils vont te comparer forcément. Et pour moi, c'est impossible. Enfin, c'est pas. Je vois Aragorn, je peux pas. Et surtout, quand je vais voir Ian McKellen et Elijah Wood reprendre leur rôle et tout, et je vais le voir lui à côté, je vais dire, ça fait bizarre. Mais encore, tu m'aurais dit. Quand Aragorn, parce que là il a 80 ans je crois dans le film, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, et tu me dis ouais c'est Aragorn quand il a 20 ans ou je sais pas, tu prends un acteur jeune, ok, tu vois, un nouvel acteur machin, mais là j'ai du mal à comprendre. Et comme tu dis, à côté d'autres acteurs qui étaient des figures reconnaissables de la trilogie de base, je comprends pas. Ça me paraît hyper casse-gueule en fait. On se souvient tous de ce qui s'est passé dans Solo, hein, quand dans Solo Han Solo était joué par quelqu'un de plus jeune, les gens étaient pas à fond dedans, quoi, tu vois, en disant mais après Solo est cohérent dans le sens où tous les personnages qui sont là sont castés par d'autres acteurs. Mais que je veux dire, là c'est un espèce de truc hybride bizarre, quoi. C'est casté des jeunes pour jouer une version de. En plus, j'ai tellement peur, c'est qu'il essaie de reprendre des mimiques ou des trucs de Viggo. C'est toujours des trucs casse-gueule. Ça peut vite se retourner clairement contre le film. De fou. Non, ça va être compliqué. Hein. Mais je suis curieux de voir quand même au moins le premier trailer pour voir ce que ça donne. Mais en plus, ils le sortent en face de Avengers Secret Wars. Écoute, on verra. Hein. Ouais, bon, après, Lord of the Ring, c'est une grosse franchise, hein, on rappelle. Mais c'est vrai que je sais pas, faut voir, quoi. Après, c'est pas possible qu'il se soit déplacé, etc. De toute façon, c'est dans plus d'1 an, hein, toutes ces histoires-là. Donc, on verra l'année prochaine vers où ils mettent ça, quoi. Mais en tout cas, le spot de décembre, il commence à être de plus en plus convoité pour le coup, quoi. Toujours chez Warner, la préquelle de Weapon, Gladys, on en avait parlé, ça avait été annoncé, ça avance. Parce que maintenant, il y a Zach Shield, qui a écrit le scénario de Godzilla vs Kong, qui va écrire le script de ce préquel avec Zach Cregger qui a écrit Weapons, Et donc Zach Shield, moi je t'avoue, ça me fait un petit peu peur parce que Godzilla vs Kong, je trouve pas que ce soit un scénario très intéressant. Mais bon, on verra, je sais pas ce que t'en penses. Qu'est-ce que j'en pense? Tu sais très bien ce que j'en pense. Moi déjà, j'en ai déjà parlé dans notre épisode de Weapons. Enfin, je sais plus si c'est dans l'épisode de Weapons ou dans les news, mais moi déjà avoir un préquel, etc., ça m'intéresse pas vraiment. En fait, je pense que le film se suffisait à lui-même. Je pense Weapons pour en découvrir plus sur Gladys, etc. Là, c'est vraiment devenu un truc de pop culture. Bon.
Enfin, juste, tu sais, les franchisations à outrance, déjà, ça me saoule, mais sur des projets qui n'en étaient pas à la base, se dire, bah, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Après, Zack Cregger, c'est quelqu'un de talentueux, hein, je suivrai, etc. Mais c'est vrai que là, il fait Resident Evil, après, il va faire le préquel de ça, de Weapons. Le mec t'embarque pas trop dans des franchises tout le temps aussi, mon gars. Tu vois, genre, essaye, s'il te plaît. Mais je sais pas s'il le réalise avec Gladys, je suis pas sûr. Bah, je sais pas. En vrai, c'est pas sûr. En vrai, t'as raison. Je crois qu'on sait mais pas, hein. je pense qu'il va le réaliser. Donc voilà. Mais après, peut-être pas. T'as raison. Ouais. Peut-être pas. Il y a possible qu'il l'écrit et qu'il le réalise pas. Hein. C'est possible. Bah après, je vois pas. Il a pas d'autres projets hein, pour l'instant à venir. Hein. Donc, je pense que il y a moyen que ce soit le prochain truc qui tourne. Donc, faut voir. Mais bon, en fait, ce qui me saoulerait, c'est qu'il s'embarque dans des franchises et qu'il fasse plus que ça. Alors que je pense que c'est quelqu'un de talentueux. Je suis pas contre qu'il fasse des franchises, mais c'est juste que bon. Là, s'il enchaîne Resident Evil plus une préquelle, etc., ça peut vite me saouler, quoi. D'accord. Ouais, moi, bizarrement, ça me dérange pas. J'attends de voir si le film est bon. Ok, quoi. Tu vois, ça me dérange pas, mais après, oui, toi, moi, je suis moins virulent vers la franchisation. Toi, oui, t'as plus de mal avec ça, mais moi, j'aime bien les suites. J'aime bien les préquels. Non, j'attends. Alors là, tu me dis t'aimes bien les suites, je veux bien, t'aimes bien les préquels. Faut les citer, les bons préquels, hein, parce qu'il y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a pas beaucoup de bons préquels. Hein. Non, en vrai, c'est vrai. J'aime bien les suites, mais ouais, les préquels, peut-être moins, ouais. C'est vrai que c'est plus compliqué. Et toujours chez Warner, Mortal Kombat 2 voilà, on en connaît son temps de durée. Il dure 1h56, ce qui fait que c'est le film le plus long de la franchise Mortal Kombat. Voilà, devant le premier qui était sorti il y a 2-3 ans, et puis même les vieux films qui n'étaient pas des films très longs, je crois. Que voilà, là, c'est pratiquement 2 heures pour un film de baston. Je sais pas ce qu'ils vont raconter, mais peut-être qu'ils ont un truc, un scénario béton. Ouais, bon, après, je crois que ça n'a rien à voir avec le scénario, hein, l'histoire de. Ça n'a rien à voir avec si le scénario est bien ou pas, je pense. Après, je pense qu'ils ont une ambition certaine sur ce film et ils l'affichent depuis 1 an maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont l'air très fiers du film. Apparemment, les test screenings se passent bien. Après, les test screenings à prendre avec des grosses pincettes, évidemment, tous ces trucs-là. Mais en tout cas, ils ont l'air vraiment confiants dans le film et à chaque fois, ils le disent. Ils sont confiants et tout. Ouais, on a un putain de film et tout ça. Tu fais, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Mortal Kombat 2 enfin, alors que le premier Mortal Kombat, il n'avait pas des retours incroyables non plus, tu vois. Donc, j'étais en mode, bon, ok. Mais après, ils ont l'air vraiment d'être à fond avec Karl Urban en Johnny Cage, etc. Écoute, moi, je serai là hein, pour regarder ça et peut-être que ça va marcher. Ils ont l'air tellement confiants dans le truc qui me donne un peu espoir alors que je suis pas du tout confiant sur le film et tout, mais ils ont l'air tellement confiants que bon voilà, je me dis bon, c'est peut-être que des trucs de studio. Mais ça donne envie quand même. Tu te dis mais attends, mais ils sont si c'est si bien que ça, bah écoute, on ira voir, on attend ça, mais bon. Je sais pas vraiment comment ça va se passer, mais là, de toute façon, ça va s'accélérer le marketing, puisque ça sort dans 1 mois, il me semble, le film. Donc, je pense que ça va pas mal s'accélérer. On va sûrement avoir un dernier trailer, etc. Donc, on verra ce que ça donne. Et de toute façon, on en parlera dans le podcast. Oui, bah, clairement, ça a déjà commencé à s'accélérer. Il y a des spots TV qui sont sortis, là. Il commence à y avoir des affiches, je crois, en tout cas aux États-Unis, dans la rue et tout. Donc, oui, ça y est, on y va. Là, on commence vraiment la promo forte avant la sortie. Et ouais, on va y aller. Dans 1 mois, on aura la réponse de est-ce que ce film est vraiment réussi ou est-ce qu'il se fout de notre gueule depuis 1 an, quoi. Donc, voilà. Et Ista, on a une petite info du côté des plateformes sur une série de jeux qu'on aime beaucoup, nous. Oui, c'est Mass Effect, parce que la nouvelle personne qui s'occupe de la branche télé sur Amazon demandait que la série Mass Effect soit réécrite pour que les non-gamers aussi aient envie de regarder la série, tout simplement. Et la série devrait être greenlightée prochainement, voilà. Donc après, est-ce que on pense que une adaptation de jeu vidéo doit aussi réussir à conquérir les non-gamers, ou est-ce qu'il faut qu'elle conquérisse surtout les gamers en priorité? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que non, faut pas aller chercher les gamers en priorité. Enfin, je veux dire, c'est débile. Enfin, c'est pas que c'est débile, mais c'est que je vois bien le truc où ils ont dû voir l'écriture de la série, ils ont dit putain, mais c'est que des clins d'œil au jeu, que des trucs par rapport vis-à-vis du jeu que les gamers vont kiffer. Et je crois d'ailleurs, c'était pas un peu ça qu'il y avait avec Halo, la série qu'ils avaient fait, où je crois que c'était que les gamers, les fans d'Halo. C'est l'inverse, non? Oh, je sais plus. Ouais, tu sais quoi, je n'en sais rien. Je sais pas. Mais après, je pense qu'il faut évidemment respecter le jeu, mais en même temps l'ouvrir pour les nouveaux. Ils l'ont déjà fait, Amazon. Je veux dire, Fallout, c'est ça. Hein, Fallout, ça fait évidemment plein de clins d'œil. Et il y a énormément de clins d'œil. Mais quelqu'un qui n'est pas familier
du jeu peut très bien rentrer dans l'univers. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était la bonne idée, c'est de prendre une histoire dans cet univers et de la développer soi-même. Comme ça, déjà, t'as pas adapté le jeu et que les gamers qui disent « Ah, mais c'est mal adapté, je sais pas quoi ». Voilà, les gamers te saoulent pas avec ça. Et en même temps, t'embarques des gens dans une nouvelle aventure, etc. Donc voilà, et ouais, enfin, là, on est sorti d'un film, où d'ailleurs on s'est fait un peu défoncer dans les commentaires, mais où justement ça ne parlait qu'aux fans de Mario et à faire des clins d'œil et à faire des trucs comme ça. Bon, moi je suis pas forcément pour cette approche-là. Après, ça une approche pour les non-gamers, ça veut tout dire et rien dire, quoi. C'est-à-dire que, quoi, est-ce que tu vas tout changer de Mass Effect voilà, non, je pense pas. Mais moi, ce que je pense qu'il faudrait faire, c'est de ne pas adapter du tout l'histoire de Shepard, donc les histoires de la trilogie qu'on connaît, et de faire une histoire dans l'univers de Mass Effect, tout simplement. L'univers de Mass Effect est très vaste, voilà, il y a plein de trucs, plein de planètes, de créatures, de possibilités, la timeline, elle est remplie. Tu peux clairement faire une histoire là-dedans. Pas besoin d'aller refaire le jeu. Enfin voilà, moi en tant que joueur, je pense que ça m'ennuierait de revoir le jeu sans les choix que j'ai fait, sans la manette en main. Donc non, essayer de faire une histoire dans le jeu, quoi, dans l'univers du jeu, quoi. Ça peut être vachement bien. Mais de toute façon, ils l'ont déjà fait avec Fallout, donc bon, pourquoi pas. Hein. Ouais, comme moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je pense pas que ce soit le plus important que sur les non-gamers. Après, il y a peut-être un équilibre à trouver pour un peu que les gamers, ils se retrouvent un peu quand même en mode je retrouve ma franchise, machin. Mais effectivement, refaire comme ils ont fait dans Fallout, quoi, où t'as quand même des clins d'œil au jeu, t'as des personnages, des PNJ du jeu, tout ça. T'as les univers, l'univers est là. T'as les villes, tout ça. Voilà, là, ils peuvent refaire la citadelle ou des trucs comme ça qu'il y a dans Mass Effect, les lieux cultes du truc. Mais oui, t'es pas forcément obligé de refaire l'histoire de Shepard, parce qu'en plus, si tu vas la refaire, je pense que tu vas la refaire en moins bien déjà, donc parce que c'est un autre format, c'est pas la même chose. Et donc oui, c'est mieux de créer de nouveaux personnages. Après, t'as des races, voilà, tu crées des personnages avec les races qu'on connaît de l'univers et tu fais ta propre histoire. Enfin, moi, je pense que c'est le meilleur à faire pour Mass Effect, et je crois que c'est un peu ce qu'ils vont faire aussi avec la série Assassin's Creed là sur Netflix. Ça va se passer à Rome et tout. Donc c'est un truc qu'on n'a jamais eu dans les jeux. Ouais. Voilà, je trouve que voilà, c'est peut-être le mieux à faire, mais après. C'est vrai qu'il y a eu des films qui étaient pas bons et qui s'éloignaient des jeux. Et tu vois, ça veut pas dire forcément qualité non plus. Je suis d'accord, mais pour certains types de jeux, genre Fallout et là, Mass Effect, je pense qu'adapter les jeux tels quels, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, ça sert à rien. Alors que, bon, moi, The Last of Us, on a eu nos critiques, etc. Mais en fait, si t'adaptes The Last of Us, ce qui est intéressant dans Last of Us, bien que l'univers est vaste, etc., c'est l'histoire en fait du jeu. En fait, c'est l'histoire de Last of Us qui est intéressante. Donc forcément, tu vas adapter l'histoire. Alors que dans Mass Effect, t'as tout un univers que tu peux exploiter, tu peux faire plein de trucs. Donc va pas adapter forcément le jeu, le commandant Shepard, etc. Voilà quoi. Fais ton propre truc quoi. Enfin ouais. Oui, surtout qu'à l'époque quand ils ont fait Mass Effect, c'était l'idée de faire un gros Star Wars et oui. C'est ça quoi. C'est que t'as un gros univers et tu peux t'amuser avec. Ça va coûter cher cette histoire. Coûter très cher. Et on va du côté d'Universal et le film des Daniels qui avait trouvé son acteur principal en la personne de Ryan Gosling. On en avait parlé la semaine dernière. Et Ryan Gosling, malheureusement, va devoir quitter le projet à cause de problèmes de tournage, parce qu'il peut pas être présent. Voilà. C'est très dommage, je trouve, parce que là, Ryan Gosling était sur une bonne lancée. Et je crois que les Daniels, pour leur prochain film, qui est censé pas être du tout un film de franchise, ils ont besoin d'un gros acteur. Et je pense que Ryan Gosling, c'était parfait. Surtout après cette année, avec Prochain Hail Mary, etc. Et peut-être... voilà, une nomination aux Oscars, qui sait, voilà, un truc comme ça aurait pu être super. Et là, ils sont en train de perdre un gros élément, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un peu dommage. Après, il va falloir trouver quelqu'un un peu dans le même profil pour, oui, vendre le film, alors que c'est pas une franchise ou quoi. Il faut peut-être, une tête un peu connue, peut-être, je sais pas, j'allais dire Robert Pattinson ou, enfin, une personne comme ça, quoi, qui peut porter un projet, quoi, parce que s'ils prennent un random, ça va peut-être être un peu compliqué de vendre le truc. Donc, écoute, on verra qui c'est qui remplace, mais c'est un peu dommage. C'est triste parce que j'imagine bien, parce que je pense que c'est une comédie aussi, de science-fiction encore, je crois. Et voilà, dans la comédie, Ryan Gosling, ça aurait été super, je pense, manipulé par les Daniels, etc. Ça aurait pu donner quelque chose de bien. Et là, pour aller trouver quelqu'un d'autre, c'est dommage. Parce que là, je pense que ça fitait vraiment bien, quoi. Mais après, ils peuvent trouver, mais bon. Faut qu'un mec qui vende des places, parce que c'est un gros film, je crois que c'est 150 millions, et en même temps, qu'il soit bon acteur pour que ce soit bien dans le film, donc compliqué. On va parler de Michael et des changements en fait du biopic, parce que là c'est quasiment confirmé pour le coup
tout le troisième acte, qui était censé explorer l'impact des accusations de pédophilie, en fait, de Michael Jackson, a été complètement supprimé. On le savait à peu près, on avait déjà eu des rumeurs, on en avait déjà parlé, mais effectivement, il y avait eu une clause juridique, voilà, qui leur interdit de mentionner, en fait, toute l'affaire qu'ils mentionnaient à la fin du film. donc voilà. Et du coup, le film apparemment délaisse le scandale pour se concentrer sur la tension dramatique, en fait, avec son père. Voilà, Joe Jackson, du coup. Et donc, il y a des accusations du fait que le film, parce qu'il y a déjà des gens qui ont vu le film apparemment. Voilà, il y a pas mal de gens qui ont vu le film. Je sais pas si c'est pas des influenceurs, mais en tout cas, je pense des gens du milieu, que le ton est plus lissé et il y a des moments beaucoup plus doux entre guillemets. Et tu sais, ce qui me tue le plus avec cette histoire, c'est que ça se trouve, ça aurait été pire en fait si ça avait inclus ça, parce que il y a un monde où le film excusait Michael Jackson et le montrait comme innocent potentiellement ou quoi. Dans cette histoire. Donc je me dis, parce que s'ils traitaient l'histoire et l'affaire, etc., est-ce qu'ils allaient pas je dis pas de montrer forcément Michael Jackson coupable ou quoi, mais de garder un trouble, etc., quand même, ça aurait pu être intéressant, en tout cas de traiter ça. Mais j'avais peur que le film dise non mais en fait il a rien fait du tout et en fait voilà, ça a détruit sa vie, etc. Ça aurait été horrible, mais bon, du coup on va se taper encore un biopic lisse comme pas possible, voilà. Et apparemment les reshoots ont été absolument massifs, puisqu'ils ont coûté aux alentours de 15 millions, ce qui est énorme, hein, pour des reshoots, etc. Et voilà, et bon, il y a toujours les rumeurs d'un deuxième film possible, hein, Ista. Ouais, j'ai entendu qu'en fait le film là se finirait sur la période Bad, donc c'est début 90, je crois. Donc oui, c'est pas du tout jusqu'à sa fin de carrière. Après, Queen aussi, hein, Bohemian Rhapsody se finissait pas sur la fin de carrière la mort de Freddie Mercury et tout. Mais en tout cas, oui, il y aurait assez d'images. Là, ils disent, il y aurait assez d'images pour en recyclant 30% des images qui ont été coupées là. Mais oui, de toute façon. Et j'ai lu qu'il ferait un deuxième si le premier dépasse les 700 millions de dollars. Ouais, donc il y aura un deuxième, quoi. Ouais, il y aura un deuxième. Putain, ouais, non, mais je pense que ça va cartonner, mais putain, le film, plus il avance, plus ça sent mauvais, cette histoire. Plus ça sent mauvais. On va bientôt être fixé ce mois-ci. Ah oui, ça arrive très bientôt. Je pense que ça va être un film biopic, mais je pense qu'il va être loué. Hein. Je pense qu'il va être loué, le film. Voilà, Michael Jackson, je pense les critiques américaines surtout vont kiffer le film, etc. Je pense que ça peut nous faire une Bohemian Rhapsody bis, voilà, et que le film soit voilà, très poliché et un peu problématique sur pas mal de points, peut-être, voilà, mais bon, en tout cas, moi, j'ai pas hâte du tout. Est-ce que tu as vu l'extrait où il chante Billie Jean, je crois? Non, je me suis protégé de ce film. Ouais, le montage est catastrophique. Il y en a, ils ont dit, ils veulent rechoper le montage, l'Oscar du montage, comme a fait Bohemian Rhapsody à l'époque, avec le fameux Oscar du montage, alors que il y avait une scène qui était catastrophique, montée à la truelle, là. Voilà. Donc bon, ça m'a fait un peu rire. Et enfin, on a une dernière info qui nous vient tout droit de la Corée, Ista. Ouais, c'est le premier film d'animation de Bong Joon-ho. Je crois que c'était annoncé il y a un moment, hein, parce que voilà, ça prend du temps, hein, pour faire des films d'animation. Et donc, on a le nom, ça s'appelle Ali, A2LY. Le film suit une pieuvre qui rêve de devenir la star d'un documentaire animalier, mais quand un avion se crache dans l'océan, son monde paisible est soudainement plongé dans le danger. Le film aurait un budget de approximativement 60 millions de dollars, et ce serait le plus gros budget pour un film jamais produit en Corée. Ouais, en tout cas qu'il soit alloué à Bong Joon-ho, ça étonne personne, puisque voilà, il a fait quand même briller la Corée à l'international pendant longtemps. Et ouais, Bong Joon-ho qui s'attaque à l'animation, c'était pas vraiment encore le cas, hein, il me semble. En tout cas, dans ses longs métrages, je sais pas s'il a participé à des courts métrages ou des trucs comme ça, ou en tant que producteur peut-être sur certains films. Mais voilà, ça donne envie de voir ça, et j'imagine qu'il y aura toujours. Voilà, comme avec Okja, je pense, le contexte animalier, sauf que là, bon, ça va être en film d'animation, je pense, et du point de vue de l'animal, pour le coup. Et oui, moi, je suis plutôt intéressé. Je sais pas si ça va réussir à prendre à l'international tout ça, même si les films d'animation, en ce moment, c'est quand même une dinguerie, les cartons que ça fait. Et moi, je suis hypé à voir le film, parce que là, je crois qu'il fait 2 films. On parlait de là, il a un film live action qui prépare aussi. Je sais pas s'il est en tournage ou quoi. Et en plus, ce film-là, parce que après ça doit demander pas mal de prod, en fait, de production, en fait, tout simplement, parce que c'est un film d'animation en plus cher. Donc, il y a moyen qu'on ait du Bong Joon-ho, peut-être 2 films en la même année, ou un vite, film.
ou un film par an là, donc on va bien manger du Bong Joon-ho, je pense. Oui, parce qu'un film live action, ça va beaucoup plus vite à faire qu'un film d'animation. Donc, c'est possible, ouais, qu'on ait deux projets dans la même année de Bong Joon-ho. Et ça ferait plaisir. Après, de toute façon, oui, là, de Bong Joon-ho, on va en tout cas avoir deux films assez vite, assez rapprochés, je pense. Peut-être un par an, et puis voilà. Écoute, ouais, moi, je suis très intéressé aussi. Premier film d'animation pour Bong Joon-ho, ça peut être très chouette, je pense. Il y a eu une première image, voilà, je sais pas si t'as vu, mais c'est un poisson, quoi. Voilà. Oui, bah écoute, on verra ce que ça donne. Après, pour le coup, on verra qu'on aura des trailers, etc. L'animation, comment elle est, mais bon. Dans tous les cas, j'irai voir le film et je serai hypé. Donc, voilà. Ouais, pareil. Et on va à la fameuse chronique Box Office Ista pour parler de Mario, de Super Mario Galaxy Movie, voilà, qui a rapporté 190 millions sur le sol américain et 372,5 millions dans le monde pour son ouverture de 5 jours, avec un budget de seulement 110 millions. Donc voilà, c'est déjà un succès. Je crois que c'est un peu moins que le premier film Mario, en tout cas dans le monde. Mais bon, voilà, le succès est déjà assuré. Et bon, il te prépare toutes les suites. Et bon, voilà, ça va sûrement dépasser le milliard, je pense. Puis malgré les mauvaises critiques, etc., voilà, les gens aiment plutôt le film. Voilà, donc le film va marcher et cartonne déjà de toute façon. Bah là, c'est sûr que Illumination va pas se remettre en question suite à certaines critiques qu'on a, nous et d'autres personnes, parce que voilà, là, c'est un gros succès, et puis il va en avoir d'autres. Là, il y a des rumeurs, ça commence à parler d'un Luigi's Mansion, voilà, un film Luigi's Mansion, c'est possible. Donc à voir, mais oui, gros succès pour Mario, quoi. Ouais. Après, tu dis Illumination va se remettre en question. Je pense que c'est plutôt Nintendo qui devrait se remettre en question, mais je pense que ça n'arrivera encore moins. Peut-être, ouais. The Drama, voilà le film qui est porté par Robert Pattinson et Zendaya, a ouvert à 28 millions dans le monde et c'est la 3e plus grosse opening pour un film 1,24, pour un film qui a coûté le même budget, il a coûté 28 millions. Donc je pense qu'on se dirige tout droit vers un succès quand même parce que le bouche à oreille est très très bon. Voilà. Donc je pense que ouais, le film va avoir une bonne vie. Souvent les films à 24 en général qui font un petit peu événement, ils ont une bonne vie au cinéma. Donc je pense que oui, je pense que ça va être un succès pour le film. Ouais, je pense aussi. J'ai vu quelqu'un qui était surpris parce qu'il a dit mais ça veut dire que les films à 24 ils font jamais de sous. Bah en fait c'est que c'est des petits budgets quoi. Donc en fait si le film il fait 10 millions et que le budget il est d'1 million, bah c'est un succès quoi. Donc voilà, parce que oui, c'est le 3e plus gros succès alors que c'est 28 millions, c'est pas un truc. C'est vrai que nous on parle des chiffres, qu'on parle des blockbusters et tout, c'est pas énorme en fait 28 millions mais si bah là pour le budget tout ça, c'est un beau succès et voilà, et puis c'est un petit film et tout donc ouais, c'est pareil plutôt réussi pour un 24. Projet Hail Mary, voilà, ou projet Dernière Chance en France, a passé les 400 millions de dollars au box-office mondial et il devrait maintenant finir entre 620 millions et 700 millions de dollars. Il a coûté 190 millions de dollars. Ouais, bah, énorme succès. On avait déjà dit qu'on s'attendait pas déjà vers 500 millions qui se disait. Et en fait, il irait encore plus haut que ce qu'on estimait à la base. Donc, ouais, bah, gros carton. Hein, ouais, bah, film qui est pas tiré de franchise et qui marche. Voilà, on l'a dit plusieurs fois et qui a, ouais, plutôt un succès, quoi. C'est même pas en plus un petit succès d'estime. C'est que si vraiment il finit dans ces eaux-là, c'est-à-dire que c'est un vrai succès, quoi. C'est un vrai bon succès de cette année pour le film, quoi. Donc, c'est le nouveau de Superman l'année dernière. C'est ça, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc écoute, voilà, on est content, le film a des bons retours, et le film est plutôt bon, et voilà quoi, le cinéma est vivant. Et bah oui, effectivement, le cinéma est vivant, puisque le premier quart de l'année 2026, au box-office américain, il a fait 1,77 milliard de dollars. C'est le meilleur démarrage pour une année post-Covid en fait. Voilà, au box-office domestique, donc voilà, après 2019 quoi. Et ouais, bah ça commence très fort pour l'année 2026 au cinéma. Ouais, bah là je pense que ça va être sûrement la meilleure année cinéma depuis le Covid. Voilà, après on espère que ça sur le temps ça continue, voilà, qu'on ait l'année prochaine, l'année d'après, voilà, et que les cinémas redeviennent aussi attractifs qu'ils l'étaient avant le Covid. Pour le coup, mais en tout cas c'est plutôt bon signe et je pense que voilà, vu l'été qui arrive, vu les films qui sortent, et voilà, je pense qu'on aura des succès aussi surprises, voilà, je pense que là encore on parlait de projet El Meri, moi j'étais pas sûr qu'il allait marcher, voilà, on n'était pas du tout sûr qu'il allait marcher du tout et au final voilà, donc peut-être qu'il y aura pas mal de films comme ça et voilà, on espère que ça reprenne bien.
Et on parlait de Michael plus tôt. Voilà, Michael, il y a des trackings pour Michael qui est situé entre 55 et 60 millions au box-office américain. Et ça dépasserait les précédents records pour des biopics musicaux. Donc voilà, ça serait potentiellement plus que Bohemian Rhapsody qui avait rapporté 51 millions et Bohemian Rhapsody a fini avec 950 millions, un truc comme ça. Enfin, voilà, un truc assez délirant. Parce que je crois que c'est le deuxième du coup biopic le plus rentable pour le coup. Est-ce que Michael va dépasser? Est-ce que Michael va devenir le biopic le plus qui a fait le plus au box-office? Peut-être. Voilà, on ne sait pas. Mais c'est ça la question. Mais voilà, Michael, il est connu, il est encore plus connu que Queen. Donc écoute, ça se trouve dans plein de pays, genre les Japon, les trucs comme ça, là, tu sais, ça c'est des pays où ça peut cartonner aussi, parce que Michael, c'est une grosse figure aussi là-bas. Donc on verra comment ça se passe, quoi. Clairement. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous fait plaisir et c'est surtout très important pour le référencement. N'hésitez pas à nous suivre. On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube et TikTok. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler de Wedding Nightmare 2. Oui, à bientôt. Ciao.